Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième rencontre sur du live du Festi Insta des Terres d'Alma. Et c'est un live avec Mélanie Belcaïs qui arrive, qui va nous rejoindre. Et le sujet, c'est comment booster sa fertilité. Alors, j'attends qu'elle nous rejoigne progressivement. Si vous regardez derrière, il y a mon petit attrape-rêve ici. J'en ai un ici et j'en ai un autre si on regarde un peu plus loin, mais il est mal, on le voit pas bien du coup. Et celui-ci qui est juste derrière, c'est celui des Terres d'Alma. Et après, il y en a un autre, c'est le mien personnel. Voilà. Pour vous faire patienter. Donc, on va attendre que Mélanie arrive. Vous arrivez progressivement. C'est chouette. Le sujet du jour, comment booster sa fertilité. Moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que je suis conseillère en symptothermie aussi à côté pour accompagner en contraception, mais aussi en conception naturelle. Et je vois beaucoup de femmes qui rentrent directement dans un processus de FIV sans connaissance de leur corps et sans savoir comment observer son corps pour savoir comment on est fertile. Donc je pense qu'aujourd'hui on est dans une vraie méconnaissance de ce qui se passe au niveau de la fertilité. Donc je suis très contente d'accueillir Mélanie pour parler de ce sujet. Alors Mélanie, tu vas nous rejoindre. Mélanie, super, trop cool. Ah, génial. Hello Mélanie, Bonjour. tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va bien. Ah, je suis super contente. C'est chouette, hein? Ouais, c'est vraiment bien que tu crées cet espace pour qu'on puisse ouvrir sur des sujets qui sont si cruciaux. Je sais pas comment, tu vois, voilà, on a besoin de ça, je crois. Mm. Oui, j'en parlais au tout début que je disais que, en fait, sur la fertilité, très souvent quand des couples ont des... Je vais te présenter avant, mais je disais juste ce que je disais en intro, Oui. que des couples, quand ils ont des problèmes de fertilité, tout de suite, on va leur proposer un parcours. Moi, tu sais, j'accompagne les femmes qui ont l'endométriose et on leur dit, bon, ça va être compliqué d'avoir des enfants, donc on peut déjà commencer un parcours PMA, quoi. Waouh, 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 les gars, on n'a pas, enfin, ce serait bien de revenir aux bases physiologiques et de parler de la fertilité. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui. Donc, je Ouais, suis super contente. Et je vais te présenter, parce que j'aime bien faire ça, présenter les personnes pour qu'ensuite, après, tu puisses compléter. entendu. Parce que je sais que on présente, enfin moi je trouve à chaque fois que toutes les femmes avec qui je travaille, elles ont beaucoup d'humilité, donc elles mettent pas en avant tout ce qu'elles font. Et je sais que moi je sais le faire. Et tu le fais bien en plus. Mélanie, on a le même parcours pour information, je le dis parce que c'est vraiment drôle quoi. On a toutes les deux fait une école de commerce il y a très longtemps et on a fait la même école de commerce. Donc c'est quand même un truc de fou. Et en fait, dans nos parcours de vie, on s'est posé des questions. On a chacune eu nos parcours, mais toi, tu en as eu un aussi spécifique. Et tu t'es orientée progressivement vers la santé naturelle. Tu en as vu les bienfaits sur toi. Et du coup, tu as eu envie d'accompagner d'autres femmes. Et plus précisément, tu as mis un peu de temps à accueillir ton petit garçon. Il a mis du temps à venir. Donc, tu t'es posé énormément de questions. Et pareil, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas assez accompagnée, que les réponses qu'on te donnait, elles n'étaient pas forcément suffisantes et que même elles te mettaient pas dans une posture où tu te sentais en fait en gros dans ta pleine puissance quoi. Tu te sentais pas accueillie comme t'étais. Et donc voilà, donc tu t'es formée en naturopathie. À côté de ça, tu t'es spécialisée dans la nutrition GAPS parce que tu accompagnes aussi les personnes avec cette nutrition. Donc juste pour faire bref, c'est en gros une technique nutritive qui a été créée par Natasha Campbell qui est docteur aux États-Unis qui permet vraiment de refaire la perméabilité intestinale, ce qui a un lien avec la fertilité. Et ça, tu nous en parleras peut-être. Et à côté de ça, tu te spécialises en accompagnement du féminin et encore plus spécifiquement en fertilité des femmes. Donc toi, tu proposes des accompagnements sur le long terme pour que les femmes se sentent soutenues et que ce soit pas juste une séance, je balance mon truc et ciao bye bye, mais vraiment t'es là, t'es en soutien et sur plein de plans. Et ça, on va en parler. Tu es en soutien sur les plans à la fois sur la partie naturopathique, hygiène de vie, mais aussi sur les émotions, sur le transgénérationnel. Et puis, t'as aussi des compétences d'un point de vue énergétique. Voilà, tu te formes aussi avec Renato Pepalardo, mais qu'on connaît dans les terres d'Alma. Et tu as accès à d'autres fluides énergétiques, je sais pas comment le décrire, mais tu vas pouvoir
nous en dire un peu plus. Donc, moi, je dirais qu'au sujet de la fertilité, tu as vraiment une palette très, très large qui permet de prendre en compte tous les corps d'un être humain et toute sa composition et pas uniquement le corps physique et la partie mécanique, mais tout ce qui nous compose. Waouh! Ouais, t'as bien cerné le sujet. Ce que je propose, en fait, comme tu disais, moi j'ai mis du temps avant de pouvoir être maman. Et alors, bon, il y a eu plusieurs choses, hein. Mais donc moi j'ai fait des fausses couches, puis aussi voilà, j'ai mis du temps à être enceinte entre mes grossesses, etc. Donc il y a plusieurs choses, pardon, qui se sont passées. Je sais pas si c'est le moment de raconter un peu tout ça ou si tu veux Avec qu'on entre. plaisir. Ouais, ça. Ouais, oui. Alors, ben justement, tu disais, on a fait la même école de commerce. Donc, moi, j'ai été consultante au Luxembourg. À ce moment-là, j'étais dans la finance, avec des horaires de malade. Enfin, Mm. voilà, c'était une vie à 100 à l'heure où tu t'écoutes jamais, en fait. Et puis, de toute façon, t'as pas le temps. Donc, voilà. Et puis nous, avec mon mari, on se connaît depuis qu'on est jeune. Donc je crois que ça faisait à peu près 10 ans qu'on était ensemble. Et puis on s'est dit, écoute, on a une super situation. Voilà, on est bien installés, on s'entend bien et tout. Ben voilà, maintenant c'est le bon moment pour faire un enfant. Puis on était à fond dans la planification, tu vois. On me disait, voilà, on le fait maintenant, comme ça, quand il aura tel âge, on aura tel âge, on pourra faire ça après. Enfin voilà, c'était vraiment ok, tu vois, en mode consultant, on fait presque un diagramme de Gantt pour ça, à Mm. qui ça parle, tu vois, en rétro-planning, on était, voilà. Et bon, ben voilà, j'ai été enceinte vraiment, je crois, Mm. même pour la petite histoire, peut-être, je crois, le jour où on a décidé de commencer les essais. Vraiment, ça a été très vite. Et puis bon, ben voilà, je me suis pris le premier mur, c'est-à-dire que à 3 mois et demi de grossesse, j'ai fait une fausse couche quand j'étais au travail. Et donc, en fait, ce que j'ai eu, ce sont des douleurs puis des saignements. Et donc, je suis partie du travail un peu précipitamment, si tu veux. Et en fait, j'ai dit juste à mes collègues, écoutez, je dois partir. Il faut que j'aille à l'hôpital. Et puis, c'est tout. J'ai rien dit de plus. Et en fait, donc bon, à l'hôpital, il y a eu plein de choses, hein. J'ai pas reçu la bienveillance que j'aurais aimé avoir. Le gynécologue, il m'a montré sur écran géant mon bébé qui ne vivait plus, en me tapotant sur la cuisse. C'est pas grave, vous êtes jeune, vous en aurez un autre. Bon voilà, c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui s'est créé là. Et puis quand je remonte du bloc parce que j'ai eu un curetage, j'allume mon téléphone, mon chef qui m'incendie en me disant que j'ai pas respecté les procédures, que j'avais pas quitté mon poste comme ça. Et voilà, c'était un choc assez important. Et du coup, là, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui va pas avec ça, c'est pas juste pour moi. Enfin, je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour être la meilleure possible. Enfin, voilà. Et donc, me prendre ça dans la figure, ça a été, tu vois, un élément déclencheur. Donc, je me Mm. suis dit, écoute, il y a quelque chose à remettre un peu en ordre. Donc, je me suis dit, bah, écoute, ça doit être mon travail. Peut-être le problème, c'est mon travail, en fait. Et puis, j'ai changé de boulot. J'ai choisi un boulot toujours dans le même secteur. Enfin, voilà, avec un peu les mêmes problématiques et tout ça. J'étais pas encore dans la reconversion, mais du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce qui pouvait se passer, un petit peu les fausses couches, ce que ça pouvait vouloir dire. Mais voilà, sans plus creuser, en me disant, bon, ben, c'était la faute à pas de chance, c'était à cause de mon travail. Enfin, voilà, j'avais mis vraiment l'étiquette, alors que finalement, j'en sais rien aujourd'hui. Hein, mais voilà, je pense que ce coup de téléphone, tu vois, il a impacté vachement Mm. les choses. Bon, bref, ensuite j'ai changé de travail, mais au Luxembourg, pour pouvoir avoir droit à un congé parental, il faut rester au moins un an dans la même entreprise. Donc, on a replanifié de nouveau pour une deuxième grossesse. Et là, les choses ne se sont pas passées non plus comme prévu. Donc, il y a eu vraiment de longs mois, enfin des mois qui ont été longs pour nous, où on a attendu cette nouvelle grossesse. Et puis, j'ai fait une nouvelle fausse couche. Et là, à ce Mm. moment-là, bon, ben, ça a été là le déclic où je me suis dit, écoute, là, tu mets pas assez de conscience dans ce que tu fais. Il y a un moment, il faut changer plein de choses. Mm. Et donc, j'ai vraiment tout remis un peu en question. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, à la fois au niveau, tu vois, hygiène de vie, mode de vie. Je suis allée chercher des choses en histoire de ma mère, de ma grand-mère, les impacts que ça pouvait avoir. Je me suis fait accompagner pour ça. J'ai décidé de prendre vraiment la décision de soigner un trauma que j'ai eu quand j'étais adolescente, un trauma sexuel. Donc voilà, quelque chose où il fallait y aller. En me disant, là, il faut que tu fasses Mm.
de la lumière dans ton utérus que qu'il se passe, voilà, il fallait changer des choses. Bon voilà, donc j'ai mis tout un tas de choses en place. Et à ce moment-là, c'est là où vraiment je me suis intéressée à tout ce qui est naturopathie et tout. Et puis j'ai été enceinte de mon fils qui va aujourd'hui avoir 4 ans. Donc dans quelques jours, il va avoir 4 ans. Donc voilà, c'est un parcours que je connais bien. Et, euh, et en fait, ce que je propose en accompagnement, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Et c'est finalement ce que j'ai pu expérimenter dans mes cellules, dans mon corps. Et aussi, bah, maintenant, voilà, je vois que bah, je ne suis pas la seule à avoir besoin de ces Mm. éléments-là. Mm. Voilà, pour faire un peu condensé, parce que je pourrais en raconter encore pendant 2 heures, mais c'est pas que le but, c'est pas que de raconter mon histoire, mais se faire accompagner. Et dans la bienveillance, je pense que c'est une des clés, en fait. Ouais. Il y a plein de facteurs dans la fertilité. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais quand il y a bah, ce temps-là, le temps d'attente, quand voilà, on a soit du mal à être enceinte, soit on se fait accompagner, comme tu disais, en PMA, par exemple. On a besoin de cet accompagnement où on nous explique comment ça fonctionne, comment on fonctionne, comment le corps de la femme fonctionne. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et Mm. c'est vrai que j'ai certaines clientes qui sont en parcours PMA, que j'accompagne en parallèle. Et tu vois, la chose qui revient souvent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ben, au final, elles ne savent pas finalement pourquoi est-ce qu'on cherche telle hormone dans leur sang à tel moment. Simplement, elles le font, elles suivent. Il y en a qui sont en parcours PMA depuis 4 ans et puis elles me disent, mais je découvre en fait pourquoi et je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on cherche telle et telle chose. Donc il y a Mm. beaucoup de chemin encore à parcourir. Ouais, ouais, ouais. C'est la posture en fait où on est mise à côté comme si le fait de faire un enfant c'était quelque chose d'uniquement mécanique, alors qu'il y a toute une magie derrière. Et si les premières personnes concernées on les met à l'écart, la magie elle peut pas fonctionner. En fait, c'est pas des gens de l'extérieur qui vont décider quand est-ce que le couple va avoir un enfant. Et alors petit détail, Mélanie, est-ce que tu penses qu'on peut essayer sans micro? Ah, Parce que en fait on entend un grésillement mais qui est pas gênant, mais c'est juste comme ça si on essaye sans micro. Est-ce que tu peux parler? tu m'entends mieux là. Alors on teste, vas-y, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu m'entends mieux? Non, on va mettre avec micro. En fait, c'est juste... Et alors décaler un peu tes cheveux, parce que des fois, dès qu'il y a un cheveu... Alors c'est technique, hein, mais dès qu'il y a un petit cheveu sur le micro, ça fait des... Voilà, juste pour que tu... Bon, hop. Oui, donc là, Génial! est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Bon, parce que je Et fais alors, que bouger, alors forcément, ça désolée. alors je vais être hyper chiante. Allez, sois Les boucles chiante. d'oreilles, on les entend, ça fait ting ting ting, mais c'est pas. Hop. Et alors, j'en profite juste pour dire, pendant que tu te déshabilles des oreilles, de dire à tout le monde, est-ce que vous pourriez poser vos questions assez tôt? Souvent, les lives, on les voit à la fin et du coup, on n'a pas le temps de tout répondre. Et nous, le but, c'est vraiment de répondre un maximum à vos questions. La naturopathie génie, tu dis, c'est exactement ça. J'ai le même parcours et c'est pour cela que j'accompagne les femmes aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose de totalement qui ressurgit de plus en plus. Je pense qu'en tant que femme, il y a un mouvement aujourd'hui qui ressort. Est-ce que toi, tu le vois aujourd'hui, Mélanie, avec tes clientes, c'est-à-dire des femmes qui se disent, mais en fait, on touchera pas à mon corps de cette manière-là et moi, j'ai envie de fonctionner différemment et qui comprennent la souveraineté intérieure qu'elles ont, en fait. Oui, alors, il y a des femmes qui arrivent en se disant, ben voilà, je vais essayer ça, comme si tu veux, un peu dans la liste, tu viens après plein de choses qu'elles ont essayées. Et à ce moment-là, pendant l'accompagnement, elles se rendent compte que voilà, elles ont une souveraineté à avoir et des décisions à prendre, qu'elles sont maîtres en fait, que c'est elles qui Mm. décident. Ça, c'est une partie des clientes que j'ai. Puis il y en a une autre partie qui viennent, qui me disent, moi, je sais que soit ça se passe sans intervention, soit ça se passera pas. Je ne veux pas qu'on touche à mon corps, je ne veux pas prendre de médicaments. Quand on voit les effets secondaires, quand on voit... Donc voilà, il y a vraiment Mm. si tu veux, deux opposés. Et finalement, il y a très peu de personnes qui arrivent au milieu, si tu veux, Mm. finalement, sans vraiment avoir d'idées tranchées. Tu as vraiment les deux pendants. Et c'est quelque chose Ouais. qui vraiment... Alors j'ai un tic de vocabulaire, c'est vraiment, mais bon, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui vient aussi, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'était? Oui, c'est de s'approprier vraiment, c'est de s'approprier
de comprendre en fait comment est-ce qu'on fonctionne, Mm. ça nous redonne le pouvoir de décision. Et comprendre qu'on a ce pouvoir de décision, ça nous donne notre souveraineté. Mm. Donc il y a un lien entre puissance, souveraineté, compréhension, connaissance. Il y a tout un mélange de concepts et de termes qui sont intéressants à travailler. Mm. Allô, allô? Ah, ça coupe. Ça a Ah là là, mais coupé. non, c'est moi, c'est qu'il y a quelqu'un, je l'ai mis en mode, mais il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. J'espère que la personne ne me rappelle pas si tu écoutes. Euh, si tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent, donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de basique, mais vraiment basique pour accroître sa fertilité? Alors de basique, je commencerai toujours par l'alimentation. C'est quelque chose qui en naturopathie est quand même assez important. Mm. Avec des assiettes, voilà, tu en parles très bien dans tes formations, Amandine. Voilà, les Mm. assiettes qu'on voit dans, dans, dans tes formations avec voilà, une bonne part de légumes, euh, avec des légumes crus, des légumes cuits, si on peut, hein, les légumes crus, un peu de lacto-fermenté, voilà. Penser à mettre de la protéine aussi et partir sur des aliments qui sont de qualité. En fait, le premier conseil que je donne souvent, c'est de quitter un peu les circuits conventionnels. Mm. Et rien qu'en les quittant, on arrive à tout de suite avoir accès à des produits d'une autre qualité qui vont du coup nourrir le corps, nourrir les cellules. Et dans la fertilité, il y a deux choses à prendre en compte, c'est l'équilibre hormonal. Mm. Et finalement, c'est lié à ce que je viens de dire, mais il y a aussi la santé de la thyroïde. Parce que souvent, fertilité et thyroïde, c'est très, très, très lié au final, on s'en rend compte. Enfin, toutes les glandes endocrines, Mm. voilà, ont leur rôle et la thyroïde, c'est un grand chef d'orchestre. Donc, avoir une alimentation qui prend soin de la thyroïde, ça va permettre d'avoir un bon équilibre hormonal aussi. Et je dirais que ça, c'est la base parce que c'est physique, en fait. Et une fois qu'on s'est occupé du physique, on peut aller sur d'autres plans Ouais. qui sont Mais complémentaires. donc du coup, on peut pas passer à côté de la couche physique du corps Non. et mieux Enfin, s'alimenter, quoi. pour moi, je pense que non. Parce que finalement, quand on est enceinte, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des cellules. Mm. Donc, on doit fabriquer un nouvel organe. Alors ça, c'est magnifique parce que quand on est enceinte, on fabrique un nouvel organe qui n'est là que pendant la grossesse, qui s'appelle le placenta. Mm. Donc déjà, il faut créer cet organe qui a à la fois le rôle de communication entre la mère et l'enfant, de filtre, enfin un peu tout. Et à la fois, on va créer de nouvelles cellules. Donc ces cellules, on a envie qu'elles soient en super bonne santé. Alors, autant avoir, nous, des cellules assez en bonne santé. Alors, les cellules, la santé des bonnes cellules, ça passe par l'alimentation, mais pas que. Il y a aussi l'hygiène émotionnelle qui va entrer en ligne de compte. Et je pense intimement que l'hygiène spirituelle, donc plutôt ce qui est lié à l'énergétique, a aussi un Mm. impact sur la qualité du sang, des cellules, voilà. Mm. Et si on veut faire tout ça, on parle souvent de la fertilité, comment booster sa fertilité, c'est souvent chez les femmes. Comment ça se passe pour les hommes? Comment on les intègre dans cette démarche, sachant que je vois qu'il y a souvent le poids de la culpabilité pour les femmes, comme si la fertilité allait dépendre d'elles uniquement. Ouais. C'est vrai qu'il y a un travail d'accompagnement à faire pour le couple. Alors, c'est pour ça aussi qu'en général, quand tu vois, avant de commencer un accompagnement, dans les questions que je pose et dans la discussion que j'ai avec les futures clientes, il y a Mm. la dimension du compagnon et de savoir si lui, il est OK aussi pour changer des choses dans leur façon de vivre et Ouais. s'il a envie de faire partie de l'accompagnement. Alors, il y a des hommes qui vont du coup être d'accord pour changer des choses, mais qui n'ont pas envie de participer aux séances, il n'y a pas de problème. Et d'autres qui n'ont pas envie de changer leur façon de faire. Mm. Et à ce moment-là, l'accompagnement, il ne peut pas être optimal. Oui. Pour moi, Oui. c'est vraiment euh, un critère très très important de savoir si le compagnon est aussi d'accord pour changer des choses. Parce Et du que la coup, ouais. qualité de ses gamètes à lui, eh ben, elle entre en ligne de compte. Et puis dans l'accompagnement, il y a un volet aussi sur la sexualité consciente. Et la Mm. sexualité consciente, ben, ça se fait pas toute seule.
Donc, il faut que dans le couple, il y ait un élan vers cette nouvelle façon peut-être d'échanger dans le couple autour de la sexualité. Oui, peut-être que du coup, ça amène à se poser des questions quand on a un projet de conception à deux et qu'il y a une personne qui est moins motivée que l'autre. Peut-être que, parce qu'en fait, pendant l'éducation, après, ça va être les mêmes enjeux, les mêmes débats. Tout à fait. Et donc, ça permet peut-être de soulever quelque chose. Je vois que Aurélie, tu dis, on parlait de magie, ça te parle en fait. Tu dis, pour moi, ça a été la clé de mes 2 grossesses. Je suis tombée enceinte chaque fois que nos rapports ont été spontanés et forts. Eh bien, j'en viens. Merci Aurélie pour ton partage. J'en viens à une question. Quand on est en mode fertilité, on va regarder sa glaire cervicale. Donc, on va regarder les éléments physiques de son corps, le changement de température pour savoir quand est-ce qu'on ovule. Et là, tu parlais de sexualité consciente. Comment on fait pour kiffer, pour prendre son pied alors qu'on est en mode conception et qu'on a envie d'avoir un enfant? Bah, ce que j'amène vraiment à explorer, c'est ce qu'on appelle le slow sex. Je sais pas Mm, si tu as déjà entendu cette expression, et de ne pas faire de la sexualité, si tu veux, l'enjeu central. C'est difficile hein, quand on veut être enceinte, mais dans les parties où on n'est pas fertile, partie du cycle, ce que je propose, c'est d'explorer une sexualité différente, c'est-à-dire qui n'est pas centrée sur la pénétration, par exemple. mm, Et d'explorer cette sexualité, de s'amuser, de recréer du lien, de sentir dans son corps l'échange énergétique qui peut se créer. Et donc, en fait, dans les périodes hors fertiles, en créant cette dynamique dans le couple, à ce moment-là, quand on est en période fertile, on a envie de garder cette dynamique, même si on inclut cette fois-ci la pénétration. mm. Et il y a quelque chose voilà, qui vient se créer, se construire par finalement les rendez-vous qu'on peut se donner et les jeux qu'on va explorer en dehors des phases fertiles. Voilà, je passe plutôt par, voilà, par cette exploration-là. Mm. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on sait, comment on peut savoir quand est-ce qu'on est dans une phase fertile ou une phase pas fertile? Parce que peut-être qu'on se rend pas compte qu'on passe par toutes ces phases aussi. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'apprend pas toujours dans la vie, qu'on apprend après. On apprend après. Alors, mais moi, j'incite vraiment à suivre le cycle. Mm, Donc, ça, c'est quelque chose que tu connais très bien. mm, C'est la symptothermie que j'utilise à l'envers. Moi, c'est vraiment pour aider les femmes à capter le moment où elles sont fertiles. Donc, on va regarder la température, on va regarder la glaire cervicale, on va pouvoir aller voir la position du col. Et la position du col, c'est vraiment un exercice qui est très drôle parce que ça crée toujours plein de questionnements. Parce que la plupart du temps, on n'est jamais allé voir et on mm, n'a pas exploré cette partie de notre corps et aller trouver, ah, mais il y a une entrée, mais c'est où, c'est de quel côté? Voilà, il y a toujours plein de questions et ça permet aussi d'accepter en fait que ces parties intimes-là, elles ne sont pas réservées aux partenaires et qu'on peut aller voilà, renouer, explorer, regarder, et que ça va nous donner des indications sur la fertilité, entre autres. Puis après, il y a tout ce qui est du ressenti. Est-ce que je me sens humide? Est-ce que voilà, le ressenti vaginal? Puis il y a le ressenti émotionnel. Parce que souvent, quand on est fertile, on a un petit pic de libido. Et donc, voilà, apprendre à écouter tout ça, c'est mm. un, c'est un chouette cheminement, ça prend un certain temps chez certaines, mais en tout cas, la relation s'en trouve quand même transformée, la relation à soi et la relation au partenaire. Mm. Et là, on parle de fertilité. Peut-être que chez les personnes qui nous écoutent, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais en fait, des fois, enfin, comment je peux exprimer ça? J'ai lu un article il y a 2 jours ou 3 jours d'une femme qui disait que en fait, on culpabilise les femmes quand on dit que elles ont des leviers d'action sur leur fertilité. Que c'est un discours assez culpabilisant. Et elle disait aussi que quand on dit que le stress peut réduire la fertilité, que ça a jamais été prouvé scientifiquement et qu'encore une fois, c'est pour stresser les femmes sur leurs responsabilités. Du coup, quel est ton retour, toi, sur ce message?
Alors, il y a deux choses hein, dans ce que tu viens de Mm, dire. La première des choses, sur le stress, je vais répondre sur le stress en premier. mm, Je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation parce que ben, l'hormone du stress, c'est le cortisol. Et le cortisol, il a la même base. En fait, il utilise les mêmes matériaux pour être mm, créé dans le corps que la progestérone. mm, Donc, si on utilise les matériaux qui servent à créer de la progestérone pour créer du cortisol, ben mm. forcément, il n'en reste pas assez pour créer de la progestérone. Donc là, il y a quand même, moi, je trouve un lien important. Le deuxième lien avec le stress, c'est que la disponibilité, en fait, émotionnelle et puis mentale, elle n'est pas forcément là parce que quand on est stressé, on est souvent avec un petit vélo dans la tête et on a, voilà, on n'a pas ce lâcher prise qui peut Ouais. aider aussi. Et j'ai perdu le début de ta question. Alors le début de ma question. Donc là, tu as expliqué, pardon, physiologiquement Voilà, pour le on a stress. beau dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques réelles qui prouvent qu'il y a un lien entre fertilité et stress. En fait, physiologiquement, si on regarde, il n'y a pas besoin d'études parce que c'est la physiologie du corps. C'est ça. Et en même temps, ça se comprend. C'est-à-dire que le stress, il est là pour dire si on est en situation de danger, ça va être sa survie à soi qui est la plus importante et c'est pas la reproduction de l'humanité. Donc ça se C'est ça. comprend. Et le deuxième point, c'était de dire que chaque femme a un pouvoir sur elle, qu'elle peut agir pour augmenter sa fertilité et augmenter ses chances de concevoir. Ça peut être un discours culpabilisant. Ah, Qu'est-ce que voilà. toi tu en penses? Alors justement, la culpabilité, je trouve que c'est important d'aller la regarder quand on se sent coupable de quelque chose, parce que la culpabilité, en fait, elle peut nous apporter quand même quelque chose de positif, pardon. Dans le sens où si je me sens Mm, coupable, donc j'identifie ce qui me fait avoir ce sentiment, ce qui me donne ce sentiment-là. Il y a deux options. Soit cette culpabilité-là, elle me dit, elle m'amène en fait à faire un changement pour mm, du mieux. Par exemple, voilà, je fume un paquet de cigarettes par jour et je culpabilise. Bon, ben cette culpabilité-là, pardon, elle peut nous amener à prendre des actions, mm, à prendre des décisions et à mener des actions pour avoir un mode de vie qui soit différent et donc améliorer sa fertilité. Donc, par exemple, réduire sa consommation de cigarettes, voire arrêter de fumer. C'est un exemple. mm, Et ensuite, il y a la culpabilité qui sert à rien. Il y a la culpabilité, bah oui, je me sens coupable pour le couple, par exemple, mm, de ne pas être enceinte, alors que ben on n'a aucun problème, ni lui ni moi. On a fait des examens, par exemple, et je me sens coupable de ne pas être enceinte. Ben, cette culpabilité-là, elle est inutile. Et donc, déjà, identifier qu'elle est inutile, c'est un premier pas. mm, Et à ce moment-là, il y a un petit exercice que j'aime bien. Alors moi, j'appelle ça la pensée lumière. C'est d'identifier en fait que cette culpabilité, elle nous sert à rien, qu'elle est là et elle nous grignote un peu, tu vois. mm, Et donc de lui dire, et toi, je t'ai vu. Tu vois, commencer par dire, mm, je te vois là. Et moi, je suis pas d'accord. Alors soit, je suis un peu maîtresse d'école des fois, mais soit tu restes là et tu te transformes en quelque chose de positif qui va m'aider, soit tu t'en vas parce que j'ai pas besoin de toi. Et cet mm. exercice-là, il n'est pas toujours facile parce que des fois, on a du mal à la voir, cette culpabilité. Mais une fois qu'on la voit, c'est hyper transformateur. De dire, soit tu te transformes en lumière, soit tu me quittes parce que j'ai pas besoin de toi pour avancer. Mm. Donc, je pense que c'est très important de faire la différence entre la culpabilité qui nous aide à faire mieux et la culpabilité qui nous enfonce. Et à ce moment-là, on a un pouvoir d'action de dire, je t'ai repéré, j'ai pas besoin de toi. Donc, tu t'en vas ou alors tu m'aides. Mm. Ça me fait penser, quand tu parles de culpabilité comme ça, que beaucoup de femmes qui sont en parcours pour avoir un enfant, enfin pas en parcours, en cheminement, c'est plus beau, en Ouais. cheminement intérieur, pour avoir un enfant, il y a une sorte de culpabilité, avec l'entourage aussi. On peut s'isoler de l'entourage ou de la famille. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est bien d'être accompagné à l'extérieur ou par des femmes qui vivent le même parcours et enfin le même cheminement du coup, mais avec qui on se comprend. Parce qu'il faut pas qu'il y ait une situation non plus défaitiste. Parce que le pouvoir de la pensée, il est très très fort et tu viens de le montrer avec ton exercice. Il est très très Et fort. ouais. Si je peux donner un exemple alors, sur vraiment mon parcours personnel, moi, ma mère, et, enfin mes parents ont mis 7 ans pour m'avoir, je suis l'aînée.
Donc, Mm. voilà, il y avait déjà cette grosse pression. On me le répète depuis que je suis petite. Ça a été difficile. On a mis 7 ans. Voilà, il y a eu ça. Et ma grand-mère qui a eu un accouchement absolument horrible. Voilà. Et mon autre grand-mère qui a eu son premier enfant était un enfant mort-né. Donc, la grosse pression comme ça. Et elles donc projetaient chacune un peu leur histoire Mm. sur mon envie d'être enceinte et mon désir de grossesse. Et en fait, voilà, j'ai fait un travail là-dessus aussi pour couper ça. Parce que je ne suis pas elles et je ne suis pas la continuité de leur histoire. Mm. Et c'est en ça que c'est important, je trouve, d'aller explorer l'héritage familial pour pouvoir se remettre à sa place et dire, OK, ça, j'en ai pas besoin, ça, c'est pas moi. Enfin, voilà, et faire des liens comme ça. Mm. Se Et là, libérer, en fait. ouais, tu parles du transgénérationnel qui peut avoir un impact. Et c'est vrai que très souvent, quand on va observer son histoire, enfin son histoire, l'histoire de toute la famille, on voit bien comment on est constitué et on vient pas de nulle part. On porte beaucoup de choses, beaucoup de mémoires de notre famille. Oui. Quand on a conscientisé ça, comment on fait pour couper justement ce schéma familial qui revient? Eh bien, souvent, alors rien que le fait de le reconnaître, ça aide. Déjà, Mm. il y a première chose, une première cassure, si tu veux, c'est pas cassure, mais c'est un premier découpage qui peut se faire, donc une Mm. mise à distance. Et à ce moment-là, déjà, le fait de reconnaître qu'on peut hériter de ça nous aide. Et ensuite, moi, j'utilise beaucoup la méditation et la visualisation pour aller faire ce travail finalement, de Mm. réinformer les cellules. Oui, Parce que les cellules, elles sont informées, enfin, c'est mon intime conviction, par notre héritage familial. Et je pense qu'on peut les réinformer en le décidant, en orientant notre pensée et en les reprogrammant, si tu veux, en les réinformant. Voilà. On a une ouais, action qu'on peut faire ici. Et là, je vais plutôt utiliser la méditation, certaines couleurs aussi, tu vois, qui peuvent venir en méditation pour aider. Voilà, utiliser de la lumière, hein, des choses qui aident à réinformer, à régénérer le sang, à réinformer tout ça, à rétablir aussi, tu vois, le lien entre les organes. Je fais le lien avec le physique, mais en énergétique, on va venir faire le lien, par exemple, entre la rate et le foie et le mm, plexus solaire, là où on prend, tu sais, souvent les impacts émotionnels. ouais, Et du coup, en rétablissant pardon, la circulation, on va revenir, en fait, régénérer le sang. Et ouais. quand on régénère le sang, on le réinforme, on lui donne de la vie. Et tout ça, Mm. en méditation, voilà, on le travaille. Et je pense que ça vient aider tout ce travail qu'on fait aussi en Ouais. transgénérationnel. C'est clé ce que tu dis parce que c'est pas anodin. Le sang, c'est la lignée en fait. Donc, on porte toute notre histoire dans le sang. Donc, de le réénergiser, je pense que ça doit avoir un impact en fait. Oui. Mm. Euh, J'avais une question, je l'ai perdue. Oui, comment on fait pour... On est en visualisation, donc là, imaginons, j'ai un désir de grossesse, je fais des visualisations. Par exemple, je visualise que j'ai un enfant, une âme qui va venir dans mon corps, que je vais l'accueillir. Je le visualise, je le ressens, je vibre de toute mon intensité. Mais du coup, après, il risque d'y avoir un désir. Je peux me dire, ah oui, mais non, parce que si je le concrétise dans mon corps énergétique ou à l'intérieur de moi et que ça se passe pas, je vais être déçue. Donc, j'ose pas vraiment y aller. Et tu sais, des fois, les femmes, elles peuvent être prises entre, bah, je veux bien, moi, visualiser, y aller dans mon corps, mais après, faut aussi que j'accepte l'idée que cette âme ne vienne pas. Donc, je risque d'être déçue. Comment tu conseilles tu sais, quand on navigue entre la réalité, le concret de ce qui se passe et ce qui se passe d'un point de vue cosmique, énergétique dans l'ailleurs et dans son âme. Alors, souvent, en fait, je ne conseille pas de visualiser dans son corps Mm. l'être qu'on invite à s'incarner. Mais ce que j'invite à faire, c'est justement d'exprimer le désir d'accueillir une âme pour lui permettre de s'incarner. C'est encore deux Mm. choses différentes. Et je pense que cette façon de faire permet aussi eh bien, de célébrer la vie qui s'incarne, même si elle ne donne pas lieu à une naissance. Oui. Tu vois, parce que vraiment, je pense qu'accueillir la vie, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois ou une grossesse entière, c'est un privilège. Parce qu'une âme, elle est venue pour expérimenter quelque chose et on peut célébrer ça parce qu'on a Mm. été finalement la personne qu'elle a choisie pour faire son expérimentation.
Et du coup, voilà, je pense que dans la communication avec ce qu'on ne voit pas, avec l'invisible, moi j'aime bien appeler ça la création. Euh, Mm, donc communiquer le désir d'être prête et d'être volontaire en fait pour participer à l'œuvre de mm, la création. Je pense que c'est beaucoup plus impactant que en fait de visualiser dans un entre-soi mm, la grossesse. mm, Parce que je pense que c'est vraiment une espèce de une complicité. Ouais, c'est quelque chose que l'on va créer avec le grand tout, si tu veux. mm, Donc, recréer ce lien, je trouve que ça a plus d'impact et que à ce moment-là, on est disponible, on le manifeste et ensuite, ça ne dépend pas seulement de nous. Et mm. à ce moment-là, on n'a pas la culpabilité ou tu vois, c'est ce que tu mentionnais là, de se dire, mais si je le visualisais que ça vient pas, et voilà. Mm. Donc, je pense que ça peut aider dans ce sens-là. Oui, c'est une posture en fait d'humilité par rapport aux lois du vivant et Vraiment. de dire moi je suis prête à accueillir ce que la vie va m'apporter. Si c'est pas le sens de la vie tout de suite, ça ne l'est pas, mais en tout cas moi je me positionne et je m'ouvre pour être prête à accueillir. C'est plus ça Mhm. si je comprends bien. Ouais, complètement. Ouais. Il y a Séverine qui a un message. Séverine Sagné, tu voudrais bien un exemple de déprogrammation des problèmes de nos mères et grands-mères qu'on ne connaîtrait même pas. Oui, oui. Bah là, il y a deux points que je trouve intéressants. C'est le exemple de déprogrammation, mais surtout, des fois, on connaît pas son histoire. Ouais. Alors à ce moment-là, il faut se faire confiance aussi. Alors on peut aller travailler avec des personnes qui peuvent avoir des informations, c'est une option. Et Mm, on peut aussi se dire, ok, je ne sais pas, mais je vais décider à un moment donné de couper ça. ouais. S'il y a quelque chose, j'ai envie d'aller guérir ma lignée en fait, c'est un peu ça. Mm, Et ça, pareil, en méditation, on peut beaucoup travailler avec cet élément-là. Donc déjà reconnaître sa lignée, c'est faire un petit travail quand même de généalogie. Je trouve que ne serait-ce que de connaître les prénoms des femmes qui nous ont précédés, c'est déjà un beau travail énergétique parce mm, qu'on vient reconnaître celle de qui nous sommes l'héritière. Donc ça, c'est le premier travail. Et ensuite, aller en méditation, les remercier pour le fait que voilà, tu as hérité de choses et en même temps dire que tu es toi, et tu n'es pas que ce qui découle de cette lignée. mm, Et que si elles ont voilà, des choses à soigner, tu peux les aider. Et donc voilà, se dire que tu es disponible pour ça, ça peut être quelque chose qui peut aider à déprogrammer, si je reprends le terme de Séverine. Et on peut aussi aller travailler en visualisation dans le feu, parce que le feu, ça purifie beaucoup. C'est vraiment un très bon outil. Donc, on peut aller en méditation, se dire, voilà, je viens guérir ma lignée. On va se visualiser au creux d'un très beau soleil, mm, voilà, avec sa chaleur très réconfortant. Et on va poser cette intention-là et se mettre en méditation à ce moment-là. Dans ce feu, on va venir le faire circuler dans notre corps. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis, à vous aussi d'imaginer voilà, ce qui peut vous correspondre mm. avec cet élément-là. Il y a plein de possibilités. Et je pense que ça peut aider ouais, à venir déprogrammer des choses qu'on ne connaît pas, simplement en disant, OK, je suis disponible, encore une fois, je vous reconnais, je suis disponible, et maintenant, je vais purifier ça un petit peu. Mm. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser qui partent de vos histoires de vie ou même des questions très spécifiques, parce que autant en profiter maintenant, parce que souvent après les vidéos, il y a des questions ensuite, mais en fait à répondre en deux, trois mots, c'est jamais assez détaillé par rapport là, on a l'occasion d'avoir Mélanie avec nous, donc autant en profiter. Euh, je, euh, je réfléchis à ce que je voulais te poser comme question, ce que j'avais noté. Euh, oui, là on parle de femmes qui ont envie d'accueillir la vie, mais tu m'as dit en fait qu'il y a des femmes qui viennent te voir et c'est pas, c'est dans le sens inverse. C'est soit des femmes qui n'ont pas pu accueillir la vie et voilà, il y a une sorte de guérison, quelque chose qui se passe,
soit d'autres cas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors il y a plusieurs du coup, femmes qui sont intéressées par incarner un petit peu cet archétype de la mère. Hein, Mm, voilà, ça fait partie euh, des choses qu'on peut incarner de différentes manières. Cet archétype-là, il ne s'incarne pas que par la naissance d'un enfant. Donc, il y a des femmes qui viennent me voir. Des femmes, c'est pas le plus courant, hein, faut pas non mm, plus exagérer, mais par exemple, j'ai une cliente qui est venue me voir, elle n'a plus d'utérus. Donc elle mm, sait très bien qu'elle ne va pas pouvoir être enceinte, mais elle avait envie de déblayer plein de choses autour de ça, autour du fait de ne pas pouvoir être mère, mais qu'elle mm, avait quand même envie de développer sa force créatrice. mm. Et sa force créatrice, elle l'a développée de plein de manières différentes, et donc notamment par la peinture. Voilà, ça a été vraiment pour elle le, si tu veux, le fil. L'accompagnement l'a amenée à créer par la peinture quelque chose qu'elle avait Oui. complètement laissé tomber. Mais donc, être une femme et être dans l'archétype de la mère, c'est en fait être dans la force créatrice. Mm, Et la force créatrice, ce n'est pas qu'enfanter. Donc il y a cette partie-là où voilà, il y a des femmes qui ont envie d'aller explorer cette facette du féminin, bien qu'elles n'aient pas envie ou qu'elles ne puissent pas être enceinte. Et il y a aussi à l'inverse, par exemple, une cliente à moi qui a voulu faire l'accompagnement. Elle est en ménopause, donc elle sait très bien qu'elle ne pourra pas être enceinte. Mais en fait, elle a envie de comprendre, d'explorer ce qui a pu se passer dans sa vie, qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. mm. Voilà. Donc on prend un petit peu les choses à l'envers, dans l'autre sens. Il y a de très belles transformations qui sont là. Et pareil, c'est pour vraiment incarner sa puissance Mm. créatrice. Donc, Et ça m'a fait penser à quelque chose, cette histoire. C'est que moi, j'ai pas d'enfant. Et pas pour le moment, en tout cas. Et j'ai vu un clairvoyant en fait. Et bon, c'est un clairvoyant qui prend pas des pincettes. Donc c'était assez bouleversant comme rencontre. Il y avait plein de gens autour de moi. Et il me regarde et il dit elle s'est rasé la tête volontairement. Et puis les gens à côté ils disent mais non, elle a peut-être pas rasé sa tête volontairement. Il dit si si, elle s'est rasé la tête volontairement. Et je m'étais rasé la tête volontairement. Et en gros, il me regarde et il me dit, est-ce que tu es prête à être bousculée dans tout ton schéma? Et je dis, bah oui, moi j'aime bien quand on m'envoie des vérités, que ça punch un peu. Enfin, moi j'aime bien être déstabilisée. Et là, il me raconte une histoire donc il voit à travers mes mémoires que j'ai vécu un moment où c'était pendant la guerre. Donc je suis montée dans un train. Je raconte de manière très courte et très succincte ce qui va dénaturer ce que j'ai vécu, en tout cas à ce moment-là. Mais voilà, pour que vous ayez l'histoire. J'étais dans un train avec ma petite fille. En gros, il y a des Allemands qui nous ont arrêtés. On m'a fait comprendre que ce serait bien que je parte avec les Allemands pour des relations intimes. Et en gros, j'ai compris que soit je laissais ma fille et que je lui laissais la possibilité de vivre et que moi j'allais avec les Allemands, soit si je n'y allais pas, on allait être tués toutes les deux. Et donc ce jour-là, j'ai abandonné ma fille. Et donc quand il m'a dit ça, là je le raconte, on est là, je suis pas dans l'émotion, la manière dont je le raconte, mais cette histoire me met vraiment beaucoup dans l'émotion. Sur le moment, bah j'ai pleuré. Enfin, c'était vraiment très très fort, ça avait touché une partie de mon âme, un truc incroyable. Et là il me regarde et il me dit, tu t'es rasé la tête parce que du coup tu fais référence à cette époque et à cette époque donc à cette époque apparemment je me suis rasé la tête après ou je sais pas exactement ce qui s'est passé. Et en fait, je m'en suis voulu d'être une femme séduisante parce que j'ai considéré que c'était à cause de ça qu'on m'avait enlevé mon bébé. Donc je me suis coupée de ma sexualité, de ma féminité pour justement pour préserver mon enfant ou d'autres enfants ou quoi qu'il se passe. Et lui, ce clairvoyant-là, donc me raconte et il dit, il dit à tout le monde, elle s'est rasé la tête parce qu'elle est en train de créer un projet, c'est comme son bébé et elle a pas envie qu'on lui prenne. Et en fait, c'était au tout début des Terres d'Alma. J'évoque cette histoire parce que oui, comme tu le dis, qu'on ait un enfant, parce que là on parle de fertilité, mais en fait la fertilité c'est pas, comme tu le dis, c'est pas que accueillir un enfant, c'est accueillir des projets, faire émerger d'autres valeurs dans ce monde, ou même créer un autre monde, c'est aussi enfanter en quelque sorte. Et moi donc je l'ai pas vécu par rapport à un enfant, tout ça, tout l'impact de la mémoire en fait
Mais je l'ai vécu par rapport à ce projet, par rapport au Terre d'Alma, qui est né et qui grandit, et merci grâce à tout le monde. Mais comme quoi, des fois, on a des actes inconscients. Moi, je me suis rasé la tête pour certaines croyances à l'intérieur, mais en fait, des fois, on est guidé par autre chose. Tout à Et fait. je pense que dans le transgénérationnel, quand on a envie d'accueillir un enfant, pour moi, on peut pas faire l'économie de ce travail transgénérationnel ou des mémoires que l'on porte. On n'a pas forcément à activer, à dire je veux savoir ci, je veux savoir ça, mais au moins dire à l'univers je suis ouverte à accueillir, peut-être. Mm. Justement, tu vois, dans le travail, il n'y a pas toujours besoin de mettre des mots en fait Mm. sur ce qui s'est passé, sur l'histoire. Il n'y a pas besoin toujours de mettre des mots parce que quand on met des mots, on ramène la pensée dans ce qui s'est passé aussi. Alors Mm. que, donc du coup, on va amener la pensée à un autre moment. Et donc, on va la ramener derrière soi ou sur le côté. Et je pense que ce qui est important quand on crée, qu'on veuille être maman, qu'on veuille être créer un autre monde, voilà, des beaux projets. Enfin voilà, il y a plein de façons de créer. Mais je pense que l'important c'est que la pensée, on l'emmène vers ce Mm. projet-là. Et donc, si inconsciemment la pensée est ramenée toujours à un autre endroit, que ce soit conscient ou inconscient, mais en mettant des mots, c'est encore plus vrai, je trouve, parce que dès qu'on nomme et qu'on amène à une époque, paf, on est ramené là. Et donc, à un moment donné, des fois, faire un travail dans le silence, je reviens encore à la méditation, visualisation, Mm. mais ça va aider en fait à ramener la pensée et à l'envoyer au bon endroit. Au bon endroit, c'est-à-dire déjà dans le présent, des fois c'est bien parce que souvent on oublie l'instant présent et ensuite de projeter en fait vers le soi, ce qu'on veut devenir, si tu veux, vers sa vocation. Voilà, il y a plein de différentes choses hein, qu'on peut amener, mais typiquement, si on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, déjà, voilà, on déblaye et on emmène la pensée vers autre chose. C'est souvent une question que je pose. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir un enfant? Et là, Mm. ça peut ouvrir sur des choses très, très différentes et magnifiques à chaque fois. Et le poser, c'est déjà, tu vois, orienter la pensée vers quelque chose de plus grand et autre que l'histoire passée, les mois d'attente, voilà, des grossesses interrompues, voilà, ce genre d'événements. Je suis très Mm. contente d'ailleurs que tu fasses un live aussi prochainement sur l'IVG sacré Oui. parce que ça fait vraiment partie. Quand on a vécu une IVG, qu'elle soit enfin, une interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou non, Oui. les impacts, souvent émotionnels dans le corps, dans les cellules, sont sensiblement les mêmes. Et donc, il y a toujours un travail à faire là-dessus. Pareil, ça peut ramener de la culpabilité, on en a parlé tout à l'heure, mais typiquement, en ce moment, j'accompagne une femme qui a eu un avortement il y a des années enfin, qui a décidé d'avorter, tu vois, il y a des années. Et aujourd'hui, elle se sent coupable Mm. d'avoir interrompu cette grossesse parce que maintenant, elle a du mal à être enceinte. Et en fait, venir travailler là-dessus, sur cette culpabilité, qu'est-ce que ça m'aide à faire, tu vois, qu'est-ce que ça m'apporte, la réflexion et tout ça, et de finalement sacraliser la vie qui s'est incarnée en elle et de se dire que c'était le chemin de cette âme, peut-être de ne pas s'incarner. Ouais. La décision vienne d'elle ou vienne de son corps ou vienne d'autre part, y avait peut-être un chemin nécessaire là. Et du coup, ça crée de très belles choses. Et donc, IVG Sacré, je vais être une des premières téléspectatrices. Je ne sais pas si on dit téléspectatrice sur Oui. Instagram, mais Et c'est un truc qui oui. ça me fait vibrer et c'est quelque chose que j'ai moi expérimenté dans le sens où, voilà, à un moment donné, j'ai décidé de me dire que c'est sacré d'avoir accueilli la vie, peu Mm. importe le nombre de temps que ça a été, le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois. Mm. Voilà, de créer ce lien. Et moi, j'ai décidé, voilà, par exemple, de nommer les âmes qui se sont incarnées en moi. Et je sais qu'aujourd'hui, ce sont mes guides dans Mm. ce que je fais. Voilà, il y a quelque chose qui vient de cette histoire. Et donc, dans le projet de la création, finalement, est-ce que j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas connu ces fausses couches? J'aime pas Oui. ce terme fausse couche parce que Mm. c'était des vraies grossesses. Hein. Fausse couche, Mm. on dirait que c'était un papillon. Tu vois, non, c'était des vraies grossesses, mais voilà, Mm. ces interruptions de grossesse, elles m'ont Mm. amené vers un chemin
qui me permet aujourd'hui de créer un monde, je dis ça en humilité, mais une façon, un monde différent, une façon différente de faire et de ne plus participer au monde dont je ne veux plus. Mm. Et ça m'a donné cet élan-là d'envoyer un peu valser. Finalement, bah oui, j'ai fait telles études parce que j'étais bonne en ça, 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 et que c'était la suite logique. Mais est-ce que je voulais vraiment, est-ce que je m'étais posé la question? Ben non. Mm. Et à ce moment-là, voilà, ces interruptions de grossesse, pour moi, ça a été le déclencheur de tout un tas de changements et d'une vie qui est très différente et qui est nourrissante et qui a du sens. Mm. Où j'ai trouvé ma vocation dans ce sens-là. Voilà, je sais aujourd'hui pourquoi je fais ce que je fais et je sais que je suis guidée. Voilà. Mm. Oui, et puis ton témoignage de tout à l'heure, il est clair ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que quand on accueille la vie, c'est on se met au service de la vie et du vivant. Alors que dans la posture de la société aujourd'hui et la manière dont on considère la fertilité et même la fécondité ou la procréation, c'est on utilise la vie pour faire ce qu'on a envie de faire sur cette terre. Il Tout y à a une fait. sorte d'esclavagisme du vivant, bah voilà, de faire des embryons dans une petite boîte sans conscience. Il y a quelque chose de gênant. Je regarde juste le temps qui reste parce que je Oui, voulais te poser une question pour une cliente avec qui on en a parlé la dernière fois et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc elle a un niveau de conscience, mais elle a une âme, elle est belle, tu vois, c'est quelqu'un de magique. Mais là, elle commence à se poser la question de cheminer vers un parcours FIV. Et du coup, à la fois, là, on a envie, mais à la fois, elle se dit, je ne sais pas. Et elle s'interroge sur ce qu'elle est en train de vivre et explorer. Et elle peut avoir la culpabilité parce que nous, le discours, tout ce qu'on peut sortir, ça peut être culpabilisant pour tout à les fait. personnes qui ont un parcours FIV. Est-ce que tu pourrais partager quelque chose pour justement que ces personnes-là, elles comprennent que c'est un chemin et qu'il n'y a pas on doit faire ci ou on doit faire ça. Tout à fait. Et, Alors, moi, j'accompagne des femmes qui sont en parcours FIV. mm, Donc, là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener de la conscience sur le moment de l'implantation, sur cet acte très médicalisé où il faut prendre des hormones synthétiques, etc. Donc mm, c'est quand même hyper lourd. Et du coup, on va y apporter une autre dimension, c'est la dimension ben, de création où on va se dire, ok, je participe, je mm, suis aidée, mais j'y participe. Et de se dire, ok, j'essaie. Et de toute façon, c'est pas moi qui vais décider, même si on utilise des mm. moyens scientifiques, typiquement la procréation médicalement assistée, il y a plein de fois où ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Alors, on peut aussi se dire, je vais ramener de la conscience dans ce parcours médicalement Mm. assisté, et on peut très bien le faire. Il y a de très belles choses qui se Oui. passent. Préparer chaque nouvelle implantation, voilà, préparer quand on a les prélèvements qui sont faits, enfin se préparer énergétiquement, spirituellement, même préparer Mm. son corps pour que finalement les embryons euh, les embryons ou les follicules plutôt qui sont prélevés, à ce moment-là, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient de qualité super top. Voilà, d'un point de vue physique, on va essayer d'être dans une disposition émotionnelle qui soit, comment dire, favorable. Et ensuite, on va, eh bien, maintenir une sexualité épanouissante. Parce que ça aussi, ça compte. Enfin, à Mm. mon avis. Mm. Et donc, garder cette relation à l'autre, c'est pas parce qu'on est en procréation médicalement assistée que du coup, bah, il n'y a plus besoin de faire l'amour. Et souvent, ça revient, ça, en consultation. Bah oui, mais j'ai pas envie parce que de toute façon, je sais que ça va pas marcher. Parce Mm. que bien sûr, une fois qu'on entre en parcours FIV, on se dit, ça peut plus marcher tout seul. Souvent, il y a cette croyance Mm. aussi. Ben, une Mm. fois qu'on ancre une croyance, on sait bien que ça a des impacts Ouais. aussi. Voilà. Et donc, ça fait partie aussi des volets importants à mettre en place, je pense, cette Mm. sexualité en pleine conscience. Ouais. Je voudrais juste définir ce que c'est la pleine conscience pour Oui. moi, parce que je l'utilise tout le temps et des fois, ça peut un peu poser question. Ce que je dirais, c'est que c'est un mélange à la fois de conscience, d'attention, de vigilance et de présence à soi-même. Mm. Voilà. Donc,
Oui, tu as rajouté quelque chose que je n'entends pas souvent et que j'aime beaucoup, que là on n'aura pas le temps de développer, mais tu as rajouté vigilance. Voilà. Et ça me parle beaucoup. Voilà, on peut être ouvert et entièrement ouvert, mais on pourrait en parler plus tard. Oui, Dites-nous si vous êtes intéressé ou quoi en commentaire, c'est un sujet qui me passionne. Et voilà, c'est. ça rejoint aussi la souveraineté que tu évoquais Oui, tout à oui. l'heure. Mm, mm. Merci Mélanie. Je regarde juste pour pas que ça coupe. Hop, combien de temps c'est bon. Merci Mélanie pour ton partage, d'avoir accepté d'être présente pour parler de comment booster sa fertilité. Pour résumer un peu, on est vraiment parti, au tout départ, on est parti sur la couche physique, on a parlé des émotions, des corps énergétiques et on a beaucoup dévié sur toute la partie spirituelle. En fait, pour moi, c'est beau comment là, notre échange, il a évolué. Parce que si on s'acharne un peu comme ça sur la partie physique, parce que c'est important aussi, c'est notre socle, on est là et on en a besoin, mais qu'on passe à côté de toutes les autres leçons de vie ou cette ouverture au vivant, justement ouverture au vivant, bah, peut-être qu'on n'aura pas tout fait. On se dira mais j'ai tout fait, j'ai lu les livres, j'ai mis exactement en place, j'ai suivi les protocoles, mais en fait c'est pas une question de protocole, c'est une question de cheminement intérieur. Aujourd'hui, toutes les deux avec Mélanie, on accompagne beaucoup les femmes, mais sous forme d'accompagnement. Et c'est pas pour rien. Moi, de plus en plus, je le découvre. Moi, j'ai découvert la naturopathie en mode consultation. On fait une consultation et on arrête. Et en fait, je me rends compte, mais non, mais c'est le cheminement et l'imprégnation à l'intérieur de nos cellules qui changent tout. Et c'est pour ça que je pense que tes accompagnements, c'est exactement ce qu'il faut, parce que quand on est comme ça, on essaye d'avoir un enfant et on n'y arrive pas, puis on a envie. Enfin, c'est trop beau d'accueillir la vie et ça marche pas, mais c'est dur, c'est un coup, mais pas évident. Et ben ça, cheminer, on peut le faire seul, mais qu'est-ce que c'est bon d'être accompagné, qu'est-ce que c'est bon en tant que femme de s'apporter de la douceur et de se C'est dire clair. c'est bon, je vais être soutenue. Il faut savoir que cheminer, c'est pas toujours bisounours, quoi. Il y a des fois, on traverse Ah, des choses qui sont pas évidentes. Du oui, coup, être accompagné, ça permet de pas être seul, de savoir qu'on a du relais, de savoir voilà qu'on a quelqu'un avec qui partager ce qu'on traverse, qui comprend, qui voilà. mm, Et accompagner, c'est accompagner. C'est pas faire le travail mm, pour vous, mm. donc il y a un engagement en fait dans l'accompagnement qui permet aussi de faire en sorte qu'on puisse cheminer et aller plus loin. Mm, mm. Merci Mélanie. Merci Euh, Amandine. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de dire juste quelques mots pour clôturer? Est-ce qu'il y a une image qui te vient, un truc ou... Je dirais que si vous êtes en désir de grossesse, que ça vient pas tout de suite, je pense que la clé fondamentale, c'est de ramener de la conscience Mm, dans chaque chose que vous faites, que vous êtes, que vous pensez. Et ce travail-là, déjà, il va impulser beaucoup de choses et se rendre disponible à ces choses-là qui vont découler de de ce fait de ramener de la conscience. Ça va vous aider. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller creuser. merci Mélanie. Et ça me permet de faire la transition. On se donne rendez-vous jeudi, un live avec Claire qui nous parlera du mouvement en conscience, justement pour ramener de la conscience dans le mouvement. Et quand on ramène du mouvement, on ramène de la vie. Le mouvement, c'est la vie. Quelle Et on a transition. le mouvement guérisseur, quoi. Et c'est, voilà. Et j'ai hâte que vous découvriez aussi Claire parce que pour moi, c'est toute une équipe. Quand on est entre femmes comme ça, on est toute une équipe. Voilà. Donc, merci Génial. Mélanie. Merci à toutes de nous avoir soutenues, écoutées avec vos messages. Et on se retrouve jeudi pour la suite. Et des gros bisous. Mélanie, merci d'avoir partagé tes expériences. Merci Amandine. Ciao. Ciao. Salut.